La nuit était tombée sans prévenir, lourde et hostile, comme si le ciel avait décidé de refermer ses poings sur la plaine, et le vent balayait la terre avec une violence qui effaçait toute trace humaine, ne laissant qu'un désert blanc où même les prières semblaient se perdre. Élise Moreau était là, debout malgré elle, le dos meurtri contre un poteau de clôture, les poignets liés si serrés que la douleur avait fini par devenir une sensation lointaine, presque abstraite, remplacée par un froid profond qui lui rongeait les os et lui volait lentement le souffle. La neige s'accumulait sur sa jupe, remontait le long de ses jambes engourdies, et chaque rafale lui fouettait le visage comme un rappel cruel qu'elle avait été abandonnée, non par des inconnus, mais par ceux qui partageaient autrefois sa table. Elle entendait encore leurs pas s'éloigner, non pas précipités, mais calmes, décidés, comme s'ils avaient accompli une tâche nécessaire, presque juste. Personne n'avait crié, personne n'avait levé la main contre elle. Ils avaient simplement décidé qu'elle ne méritait plus d'être protégée. Dans sa tête, les pensées se brouillaient, se mélangeant aux souvenirs d'une vie qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre, une femme qui avait cru qu'en travaillant dur, en se taisant quand il le fallait, en aimant sincèrement, elle trouverait sa place. Elle se rappelait les matins silencieux, les repas pris sans un mot, les regards qui évitaient le sien depuis la mort de son mari, comme si le chagrin était contagieux et qu'elle en était devenue le symbole. On avait murmuré, puis accusé, puis décidé, sans jamais lui demander sa vérité. Le vent hurlait si fort qu'elle ne savait plus si le battement affolé dans sa poitrine venait de la peur ou de l'effort pour rester consciente, et quand elle tenta de parler, sa voix se brisa aussitôt, avalée par la tempête, inutile. Elle ne supplia pas longtemps, non par fierté, mais parce qu'elle comprit soudain que personne n'écoutait, que cette nuit n'avait pas de témoin. Ses doigts, bleuis, tremblaient malgré elle, et une chaleur étrange commença à se glisser sous le froid, dangereuse, trompeuse. Elle pensa alors à ce qu'elle avait été avant, à la femme debout, utile, respectée, et cette pensée lui fit plus mal que la corde. Était-ce ainsi que tout devait finir, sans adieu, sans explication, effacé par le vent comme une erreur qu'on balaie sous la neige? Le ciel resta muet, indifférent, et la clôture craqua sous la pression du blizzard, comme si même le bois hésitait à supporter ce qui s'y jouait. Élise ferma les yeux un instant, non pour renoncer, mais parce que les garder ouverts devenaient trop lourds, et dans ce noir vacillant, entre deux souffles brûlants, elle crut percevoir autre chose que le vent, un rythme différent, incertain, qui ne venait pas du ciel mais de la terre elle-même, fragile, lointain, et si elle n'avait pas été au bord de l'épuisement, elle aurait juré que quelqu'un, quelque part, était encore en mouvement dans cette nuit qui avait choisi de ne regarder personne. À plusieurs kilomètres de là, dans une cabane qui grinçait sous les rafales, Mathieu Delorme aurait dû être à l'abri, comme tous les autres, à attendre que la nuit passe et que le jour ose revenir, mais il n'y arrivait pas. Il avait enfilé son manteau usé presque machinalement, sans vraiment savoir pourquoi, poussé par une inquiétude sourde qu'il n'aurait su expliquer à voix haute, une sensation tenace que quelque chose n'était pas à sa place dehors, malgré la tempête. Le vent faisait vibrer les planches, le feu crépitait bas, et pourtant ce n'était pas le froid qui le poussait à sortir, c'était une sorte de silence mal ajusté, une absence étrange au milieu du vacarme. Il suivait la ligne de sa clôture depuis des années, connaissait chaque poteau, chaque irrégularité du terrain, et ce soir-là, même la neige n'arrivait pas à effacer ce sentiment que la plaine lui parlait autrement. Le cheval avançait lentement, tête baissée, luttant contre les congères, et Mathieu scrutait l'obscurité avec son œil valide, l'autre perdu depuis longtemps dans une histoire qu'il ne racontait plus. Il n'était pas un homme à chercher des ennuis ni des causes, il se contentait de faire ce qui devait être fait, et cette nuit-là, ce devoir prenait la forme d'un détour qu'il n'avait pas prévu. Puis il l'entendit, à peine, si faible qu'il pensa d'abord l'avoir imaginé, un son irrégulier, presque humain, porté par une accalmie fugace du vent. Il s'arrêta net, retint son souffle, écouta, le cœur soudain plus lourd. Ce n'était pas un animal. Ce n'était pas le bois qui craque. Il tourna sa monture, avança prudemment, et la tempête sembla s'écarter juste assez pour révéler l'inacceptable. Une silhouette immobile, trop droite pour être naturelle, retenue contre la clôture comme un objet oublié. Mathieu descendit sans réfléchir, ses bottes s'enfonçant dans la neige, et lorsqu'il approcha, il vit la corde, les mains violacées, le visage figé dans une pâleur inquiétante. Il jura à voix basse, non par colère, mais par consternation, car ce qu'il voyait n'était pas un accident, c'était une décision humaine. Il posa une main sur son épaule, parla doucement, sans attendre de réponse, parce que parfois les mots servent surtout à rester vivant. La femme ouvrit les yeux un instant, assez pour le voir, assez pour s'accrocher à quelque chose, puis sa tête bascula faiblement. Mathieu sortit son couteau, trancha la corde durcie par la glace, et la retint contre lui quand son corps céda, léger comme s'il avait déjà commencé à partir.
Il n'hésita pas, n'appela personne, ne posa aucune question, car il savait déjà qu'il n'y aurait pas de bonne réponse cette nuit-là. Il la hissa sur le cheval, monta derrière elle pour la soutenir, et sans regarder une dernière fois la clôture, il fit demi-tour. Alors qu'il s'éloignait, la tempête reprit de plus belle, comme pour effacer toute trace, mais Mathieu tenait la femme contre lui avec une fermeté tranquille, et dans ce geste simple, sans héroïsme, il venait de franchir une ligne invisible, celle où l'on cesse d'être seul parce qu'on a refusé de laisser quelqu'un mourir dans le froid. Lorsqu'Élise reprit conscience, la première chose qu'elle sentit ne fut pas la chaleur, mais la peur, une peur brute, instinctive, qui la fit se redresser trop vite, le cœur battant à s'en rompre, comme si son corps n'avait pas encore compris qu'il avait survécu. La lumière vacillante du feu projetait des ombres sur les murs étroits, et l'odeur du bois brûlé se mêlait à celle de l'eau chaude et des herbes, un mélange inconnu qui la désorientait. Elle tenta de bouger ses mains, sentit des bandages, une douleur sourde, puis la présence de quelqu'un dans la pièce, immobile, à distance. Mathieu se tenait près de la table, les épaules larges mais relâchées, comme s'il avait appris depuis longtemps à ne pas envahir l'espace des autres. Il leva lentement les mains, un geste simple, presque maladroit, et parla d'une voix basse, posée, qui ne cherchait ni à rassurer trop vite ni à convaincre. Elle ne le crut pas. Pas tout de suite. Elle recula jusqu'à sentir le mur dans son dos, serra la couverture contre elle comme une protection dérisoire, et ses mots sortirent hachés, méfiants, nourris par ce qu'on lui avait déjà fait subir. Il ne répondit pas à ses accusations, ne se défendit pas, se contenta de dire où elle était, ce qu'il avait fait, et surtout ce qu'il n'avait pas l'intention de faire. Le silence qui suivit fut lourd, mais pas hostile. Le feu crépitait doucement, le vent frappait encore les volets, rappelant que dehors, rien n'avait changé. Peu à peu, Élise réalisa qu'elle avait faim, une faim profonde, presque honteuse, et quand Mathieu posa un bol chaud sur la table, à portée de main, sans l'approcher davantage, elle hésita longtemps avant de tendre les doigts. Chaque geste semblait risqué, chaque regard pesé. Entre deux cuillerées, les souvenirs remontèrent malgré elle, confus, douloureux, et sans s'en rendre compte, elle parla, d'abord de façon décousue, puis avec plus de clarté, des regards devenus froids après la mort de son mari, des mots chuchotés dans son dos, des décisions prises sans elle. Mathieu écoutait sans interrompre, son visage marqué par une attention silencieuse, comme quelqu'un qui connaît trop bien le poids des accusations pour les minimiser. Quand elle se tut, épuisée, il ne chercha pas à la consoler avec de grandes phrases, il partagea simplement une part de sa propre histoire, assez pour qu'elle comprenne qu'il n'était pas un homme épargné par le jugement des autres. Cela ne les rapprocha pas dans un élan soudain, mais quelque chose se dénoua légèrement, une tension imperceptible qui rendit l'air plus respirable. Pourtant, la nuit avançait, et avec elle revenait la question qu'Élise n'osait pas formuler. Combien de temps pouvait-elle rester ici sans que le monde extérieur ne les rattrape? Mathieu sembla deviner cette inquiétude, car il dit calmement qu'elle pouvait se reposer, qu'il ne la forcerait à rien, ni à rester, ni à partir, mais qu'en attendant, la tempête déciderait pour eux. Elle se laissa alors glisser contre l'oreiller, les paupières lourdes, consciente que ce toit n'était pas encore un refuge, seulement une pause fragile, suspendue entre ce qu'elle fuyait et ce qui, tôt ou tard, viendrait frapper à la porte. Les jours suivants s'étirèrent lentement, rythmés par le craquement du bois, le sifflement du vent et les gestes répétés qui finissent par donner l'illusion d'une stabilité, mais sous cette apparente accalmie, une tension sourde persistait, comme une ombre qui refuse de se dissiper. Élise reprenait des forces, assez pour se lever seule, assez pour regarder par la fenêtre sans que la peur ne lui serre immédiatement la gorge, mais chaque bruit venu de l'extérieur la ramenait à cette certitude qu'on ne disparaît jamais vraiment aux yeux de ceux qui ont décidé de vous condamner. Mathieu, lui, continuait ses journées comme avant, réparant ce qui avait été abîmé par la tempête, parlant peu, observant beaucoup, et même dans son silence, Élise sentait qu'il restait attentif à ce qui se murmurait au-delà de sa propriété. La première rumeur arriva sans fracas, portée par un visiteur de passage qui s'arrêta juste assez longtemps pour échanger quelques mots banals avant de laisser tomber une phrase empoisonnée, à peine déguisée en curiosité. On disait qu'une femme recherchée avait été vue dans le secteur, qu'un homme l'abritait, qu'il se mettait peut-être en danger sans le savoir. Mathieu ne répondit pas, mais lorsqu'il referma la porte derrière l'étranger, son regard s'assombrit, et Élise comprit que ce qu'elle redoutait venait de commencer. Elle se sentit coupable, inutilement lourde dans cet espace qui ne lui appartenait pas, et l'idée de partir germa de nouveau, non par bravoure, mais pour ne pas entraîner quelqu'un d'autre dans sa chute. Quand elle en parla, sa voix tremblait malgré elle et elle s'attendait à une réponse ferme, peut-être même à un soulagement, mais Mathieu ne fit que la regarder longuement avant de dire que fuir ne changeait pas la vérité, que cela ne faisait que la rendre plus facile à tordre. Cette nuit-là, on frappa à la porte,
3 coups nets, trop réguliers pour être le vent. Élise sentit son estomac se nouer, et le souvenir de la corde lui brûla les poignets. Mathieu ouvrit lentement, révélant 2 hommes engoncés dans leurs manteaux, l'un porteur d'une autorité mal assumée, l'autre d'une assurance trop propre pour être honnête. Ils parlèrent de procédure, de soupçons, de nécessité d'éclaircir certaines choses, sans jamais prononcer le mot accusation, comme si le contourner le rendait moins réel. Élise se montra d'elle-même, droite malgré la peur, refusant de se cacher davantage, et déclara qu'elle n'avait rien à fuir, seulement une vérité qu'on n'avait jamais voulu entendre. Mathieu prit la parole à son tour, calmement, rappelant qu'aucun ordre officiel n'avait été présenté, que la loi ne se nourrissait pas de rumeurs, et qu'en l'absence de preuves, personne n'avait le droit de l'emmener. Les hommes repartirent avec une promesse déguisée en menace, laissant derrière eux un silence plus lourd que leur présence. Lorsque la porte se referma, Élise sentit ses jambes faiblir, et pour la première fois, les larmes montèrent sans qu'elle puisse les retenir, non par faiblesse, mais parce qu'elle comprenait enfin que se défendre signifiait rester debout face au regard des autres, même lorsque tout pousse à baisser la tête. Et dans ce silence partagé, elle sut que le temps de l'attente était terminé, que la vérité, qu'elle le veuille ou non, allait bientôt exiger d'être affrontée. Le temps sembla ralentir après cette visite, comme si chaque heure s'étirait avec prudence, laissant à Élise l'espace nécessaire pour reprendre possession de gestes simples qu'elle croyait perdus, et dans cette lenteur nouvelle, quelque chose en elle recommença à tenir debout. Sans qu'on le lui demande, elle se mit à aider, d'abord timidement, puis avec une assurance discrète, balayant le sol, triant les réserves, réparant une chemise déchirée avec une patience appliquée qui trahissait une vie passée à faire attention aux détails. Mathieu ne commentait pas, ne remerciait pas non plus, mais il laissait faire, comme s'il comprenait que ce n'était pas de l'aide qu'elle offrait, mais une manière de se rappeler qu'elle avait encore une place quelque part. Un matin, un enfant du voisinage apparut près de la barrière, tenant un panier d'œufs trop grand pour ses bras maigres, envoyé sans doute par des adultes trop curieux pour rester totalement indifférents. Élise s'accroupit près de lui, lui parla doucement, et lorsqu'elle le vit tracer des formes maladroites dans la poussière avec un bâton, elle sentit remonter un souvenir qu'elle avait enfoui trop vite. Les lettres lui revenaient naturellement, les mots simples, la façon d'expliquer sans humilier, et le regard attentif de l'enfant, soudain concentré, lui rappela ce qu'elle avait été avant d'être réduite au silence. Les jours suivants, l'enfant revint, puis un autre, toujours sous le regard distant mais vigilant de Mathieu, qui observait cette renaissance sans jamais s'en mêler. Élise retrouvait le calme dans ces moments partagés, un calme fragile mais réel, et même son corps, encore marqué par le froid, semblait suivre ce mouvement intérieur vers quelque chose de plus vivant. Pourtant, cette reconstruction restait précaire, car chaque sourire portait aussi la peur d'être arraché, et c'est alors qu'un détail du passé refit surface, brutalement, au détour d'une phrase anodine. Élise se souvint d'un objet, d'un papier qu'elle avait vu entre les mains de son mari peu avant sa mort, quelque chose qu'il avait voulu mettre de côté, comme s'il avait pressenti qu'un jour, la vérité aurait besoin d'un refuge. Elle en parla avec hésitation, consciente que cela signifiait retourner là-bas, affronter les lieux et les visages qui l'avaient brisé. Mathieu l'écouta sans l'interrompre, puis se leva simplement pour attraper son manteau, non pas pour décider à sa place, mais pour lui faire comprendre qu'elle n'aurait pas à y aller seule. Cette nuit-là, tandis qu'il se préparait en silence, Élise réalisa que ce qu'elle reconstruisait n'était pas seulement une utilité ou une routine, mais une confiance nouvelle, née de l'absence de pression, du respect mutuel, et de cette certitude grandissante que la vérité, même fragile, avait plus de poids lorsqu'on cessait de la porter seule. Le jour où ils durent affronter ce qui se murmurait depuis des semaines arriva sans solennité, sous un ciel gris et bas qui semblait vouloir écraser la petite ville autant que les consciences, et Élise sentit immédiatement que ce moment n'aurait rien d'un triomphe, seulement le poids d'une vérité qu'il faudrait porter droite. Le bâtiment où l'on les fit entrer était simple, trop simple pour contenir autant de regards curieux, et pourtant chaque banc semblait chargé d'une attente fébrile, nourrie par les rumeurs plus que par les faits. Élise s'assit sans baisser les yeux, les mains jointes pour empêcher leur tremblement de trahir ce qu'elle ressentait, tandis que Mathieu prenait place derrière elle, présent sans être envahissant, comme un point d'ancrage silencieux. Les paroles tombèrent, mesurées mais accusatrices, évoquant des soupçons, des comportements jugés étranges, des choix interprétés à charge, et à chaque phrase, Élise reconnaissait la mécanique familière de l'injustice, celle qui transforme l'absence de preuves en certitude collective. Lorsqu'on lui donna enfin la parole, elle parla peu, choisissant ses mots avec soin, racontant les faits sans se défendre avec colère, refusant de supplier un monde qui avait déjà décidé trop vite. Elle évoqua ce qu'elle avait fait pour aider, ce qu'elle n'avait pas pu empêcher, et surtout ce qu'on lui avait refusé, le droit d'être entendue avant d'être condamnée.
Le détail qu'elle apporta, celui qu'elle avait redouté de prononcer, fit vaciller l'assurance de certains visages, non parce qu'il prouvait tout, mais parce qu'il semait le doute là où régnait l'habitude d'accuser. Mathieu parla à son tour, calmement, non pour raconter leur vie commune, mais pour rappeler que la peur n'était pas une preuve et que l'isolement d'une femme ne faisait pas d'elle une coupable. Les murmures parcoururent la salle, certains sceptiques, d'autres gênés. Et Élise comprit alors que même si la justice penchait enfin de son côté, l'opinion, elle, resterait divisée. La décision tomba sans éclat, libératrice mais incomplète, reconnaissant l'absence de faute sans effacer les soupçons, comme si la vérité devait toujours payer le prix du retard. À la sortie, personne n'applaudit, personne ne s'excusa, et l'air froid sembla plus lourd qu'à l'entrée. Élise resta immobile un instant, consciente que cette victoire n'en était pas vraiment une, qu'elle n'avait gagné ni l'oubli ni la paix immédiate. Mathieu s'approcha alors, lui parla à voix basse, non pour promettre un avenir parfait, mais pour lui offrir quelque chose de concret, de simple, une possibilité de continuer ailleurs, autrement, sans avoir à mendier une place. En le suivant, Élise comprit que se tenir droit face à l'accusation n'efface pas les blessures, mais que c'est parfois suffisant pour reprendre la route, même lorsque le monde continue de chuchoter derrière vous. Le printemps arriva sans cérémonie, faisant fondre la neige comme si l'hiver n'avait été qu'un mauvais souvenir. Et pourtant Élise savait que certaines traces ne disparaissent jamais complètement, elles se transforment simplement en lignes plus fines, plus discrètes, mais toujours présentes. Les jours s'organisèrent autrement, non plus autour de la peur ou de l'attente, mais autour de gestes utiles et choisis, et sur la terre de Mathieu, un ancien bâtiment à moitié effondré reprit vie lentement, planche après planche, non comme un symbole grandiose, mais comme un lieu simple où l'on pouvait apprendre, compter, lire, exister sans être jugé. Élise y trouvait une paix qu'elle n'aurait jamais imaginée possible quelques mois plus tôt, une paix faite de voix d'enfants, de silences respectés, et de regards qui ne cherchaient plus à la mesurer. Les parents vinrent d'abord avec méfiance, puis avec gratitude, non parce que les rumeurs avaient disparu, mais parce que le bien qu'elles faisaient devenait plus difficile à nier que les mensonges. Mathieu restait souvent en retrait, réparant une clôture, rangeant du bois, présent sans s'imposer, et leur relation avançait à son rythme, sans promesses prononcées, sans gestes excessifs, nourris par cette confiance née dans l'épreuve. Un matin, quelques hommes vinrent troubler cet équilibre fragile, évoquant des règles, des autorisations, des habitudes à respecter, et pendant un instant, Élise sentit l'ancien vertige revenir, cette peur de tout perdre encore une fois. Mais cette fois, elle ne recula pas. Elle parla calmement, expliqua ce qu'elle faisait, pourquoi elle le faisait, et derrière elle, Mathieu se tint droit, non pour menacer, mais pour montrer que certaines frontières ne se franchissent plus en silence. Les hommes repartirent, contrariés mais hésitants, conscients que le monde avait changé d'un pas, même infime. Ce soir-là, tandis que le soleil déclinait sur la plaine redevenue paisible, Élise et Mathieu partagèrent un repas simple, leurs mains se frôlant sans urgence. Et dans ce geste discret, il y avait plus de promesses que dans n'importe quel serment. Ils savaient que l'avenir ne serait ni parfait ni exempt de regards lourds, mais ils avaient appris que la dignité ne dépend pas de l'approbation des autres, seulement de la manière dont on choisit de rester debout. Lorsque les enfants quittèrent le bâtiment en riant, laissant derrière eux des traces de pas dans la poussière, Élise se rendit compte qu'elle avait cessé de survivre pour commencer à vivre, et que l'hiver, pour elle, n'avait plus le dernier mot. Si cette histoire vous a touché, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner et à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'y croire encore.